Alors, moi, je vais me permettre de m'asseoir parce que je ne suis peut-être pas aussi aguerrie que Juliette et j'ai encore besoin de mon texte quand même pour faire cette présentation. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cet accueil. Moi, je suis très contente d'être là, d'autant plus que vous allez voir, mes recherches dialoguent beaucoup avec les recherches qui ont été présentées ce matin, du groupe de travail et de Juliette également. Donc je vais vous présenter cette communication qui aborde une partie de mon travail de thèse et qui s'intitule « Les livres documentaires en classe de maternelle, quelle pratique enseignante pour quel objectif ?» Alors juste pour situer un petit peu mes recherches doctorales, moi je fais une thèse qui est en CIFRE. Donc en CIFRE, c'est un mode de financement particulier qui inclut un laboratoire qui est ici le laboratoire ESCOL de l'Université de Paris 8 et une collectivité territoriale qui ici est le réseau de lecture publique de la métropole de Clermont. Et donc, ma thèse s'intitule « Les livres documentaires à l'âge de la maternelle, des ressources au service des apprentissages de tous et toutes, point d'interrogation, école, famille, médiathèque ». Et c'est donc pour ça que j'ai un financement qui est fait en partie par une collectivité territoriale, parce que j'analyse aussi quelles sont les pratiques des bibliothécaires au niveau de l'accès au savoir pour les jeunes enfants avec les premiers docs. Et donc c'est une thèse qui est dirigée par Stéphane Bonnery, qui vient juste d'être cité par Juliette, et qui est co-encadrée par Sylvie Seb. Juste une petite précision, moi par livre documentaire, je situe le concept au sens large, et je reprends la définition de Hervouet et Vidal-Naquet, qui dit qu'il s'agit de la réunion d'un support, d'une information, d'une mise en œuvre pédagogique permettant la constitution d'un savoir. Donc je prends vraiment les documentaires au sens large, documentaires hybrides ou docufiction inclus. Et puis cette communication, elle concerne vraiment plus le volet enseignant de mon étude, donc elle va porter plus sur ce qui se fait à l'école, ce que font les professeurs des écoles, et je croiserai deux types de données, ceux issus d'une première enquête exploratoire où j'étais allée dans les classes pour voir des enseignants et des enseignantes dans des classes de maternelle, et j'en ai tiré des études de cas, et puis une enquête quantitative que j'ai fait récemment, là, début 2025, dont j'ai aujourd'hui les premiers résultats. Alors, avant de vous communiquer un petit peu ce que j'ai trouvé au niveau de mes enquêtes, je vais faire un petit point sur le programme et sur ce qui est dit dans le programme de la maternelle concernant les documentaires. Donc, dans l'ancien programme, qui était le BO du 24 juin 2021, il y avait une première mention des textes documentaires qui était dans la partie écouter de l'écrit et comprendre. Et donc, on disait, si la littérature de jeunesse, avec les récits, les contes, les textes poétiques y tient une grande place, les messages de consignes, les textes injonctifs et les textes documentaires ne sont pas négligés. Dans le nouveau programme, en vigueur là depuis septembre 2025, il y a eu des modifications, donc on a changé toute la partie sur le langage. Et ce qui est dit, c'est au moins une fois par jour, le professeur lit une histoire et ou un texte documentaire aux élèves et enseigne la compréhension afin de susciter chez les élèves le goût et le plaisir, etc. Et plus loin, on retrouve « L'élève s'acculture ainsi à différents types d'écrits et se forge petit à petit une première culture littéraire ou documentaire qui lui permet de choisir un ouvrage. » Ça, c'est pas inintéressant, c'est quand même une évolution des programmes. Et là, clairement, dans ces deux phrases, on a l'impression que pour la première fois, les albums de fiction sont mis sur un plan un petit peu égalitaire avec les documentaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément dans le précédent programme. D'autre part, pour ce qui est de la partie mobiliser le langage, il y a bien entendu plein de choses que peuvent travailler les enseignants et qui sont dans ce programme, comme enrichir le vocabulaire, on en a parlé, mais aussi développer la syntaxe, commencer à produire des écrits, etc. Ensuite, les documentaires sont également mentionnés dans la partie explorer le monde, qui là n'a pas changé depuis 2021. Et donc, dans cette partie, le programme évoque l'observation de différents environnements, la classe, l'école, la mer, la montagne, etc. Et il est écrit « Ces différentes situations se prêtent à des questionnements et au premier classement, à la production d'images, à la recherche d'informations, grâce à la médiation du maître sur le terrain dans des documentaires sur des sites internet. » Donc là, on a un programme qui incite quand même à avoir recours aux documentaires lorsqu'on se questionne pour chercher une information dans le cadre d'une recherche. Et de la même manière que dans le domaine mobiliser le langage, il y a plein d'objectifs qui peuvent également être reliés à la fréquentation du livre documentaire. Par exemple, quand le programme dit qu'il faut ouvrir les enfants au monde grâce à une première découverte des pays et des cultures,
bah là voilà, ce sont des savoirs géographiques qui peuvent être liés à la fréquentation de ces écrits. Pour ce qui est de découvrir le monde du vivant, c'est pareil, là on est sur des savoirs scientifiques. Ou encore, à un moment donné, le programme dit des événements choisis en fonction des projets de classe, et entre parenthèses, ils ont mis la disparition des dinosaures, peuvent être exploités pour mettre en ordre des repères communs. Et là, on voit très bien comment on peut utiliser justement un documentaire pour des savoirs historiques de ce type-là. Maintenant, je vais faire un tout petit point sur ce que dit la littérature scientifique au sujet des documentaires. Alors, comme l'a déjà précisé Juliette, c'est un support qui semble a priori peu utilisé, de la maternelle à l'élémentaire, mais on a peu de données actuellement sur les utilisations en maternelle quand même, je trouve, puisque Yop and Yob, c'était de 3 à 8 ans, mais c'était en 2006 déjà. En France, à ma connaissance, il y avait les études sur le lire-écrire, mais c'était des classes de CP. Donc pour ce qui est de la maternelle, il y a quand même peu de données là-dessus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est un support qui est riche pour les élèves, qui permet de soutenir le développement des compétences en lecture, le développement du langage, le développement cognitif aussi, qui permet de donner des connaissances notamment en sciences. Et ce qu'on sait aussi, c'est que c'est un support qui est connu pour sa complexité. Véronique Boiron, quand elle parle de la lecture d'albums documentaires dans les classes, elle évoque une activité intellectuelle de haut niveau qui nécessite l'expertise d'un étayage magistral. Jobert Robière et Guillaume Quérédan, eux, ils sont allés dans une classe observer la lecture d'une affiche documentaire par des petites sections sur l'escargot. Et ils constatent que c'est compliqué parce que ça imbrique plusieurs communautés discursives, les sciences, la littératie. Le côté composite de ces supports a aussi été justement analysé par Bautier, Crinon, Delarue-Breton et Marin, qui montrent qu'on a un éparpillement des informations sur la double page. On a la cohabitation de plusieurs systèmes de signification, les textes, les photos, les légendes, les titres, les sous-titres, et que justement ça entrave la lecture des plus fragiles. Et puis enfin, Richard Principali et Fradé, elles ont travaillé plus sur un album documentaire où justement la documentation et la narration sont mêlées, et elles montrent que ça peut créer chez les élèves une confusion des genres. Donc voilà, un support qui est connu quand même pour être complexe. Donc moi, suite à la recension de ces études, j'ai voulu en savoir plus, et j'ai commencé par faire une pré-enquête, où je suis allée dans des classes de grande section. C'était début 2024, donc moi je suis dans le Puy-de-Dôme, donc des classes de grande section dans le Puy-de-Dôme. J'avais vu 9 séances, aujourd'hui j'ai sélectionné 4 séances dont je vais vous parler plus particulièrement. Donc dans des classes où il y avait un groupe de grande section. Pourquoi la grande section ? Parce que c'est un âge où les enfants sont déjà socialisés à la lecture, mais en même temps ils ne décodent pas encore. Donc tout ce que va dire l'adulte est particulièrement important au niveau de ce qu'ils vont pouvoir comprendre et de ce que l'adulte va pouvoir transmettre. Et puis, sur cet échantillon-là, j'avais des professeurs des écoles assez expertes qui avaient plus de 20 ans d'ancienneté. Et donc aujourd'hui, je vais croiser un petit peu ce que j'avais trouvé à ce moment-là avec l'enquête quantitative que j'ai menée, là, début 2025, qui est donc un questionnaire qui a été diffusé sur la plateforme EU Survey et pour lequel j'ai eu 841 répondants et répondantes. Dans ce questionnaire, je posais 60 questions. Il y en avait sur les imagiers, parce que je me disais que c'était justement... j'avais dans l'hypothèse que c'était des livres qui avaient une fonction pré-documentaire, notamment pour les petites classes, les classes de petites sections, pour apporter des connaissances sur le monde aux enfants. J'avais mis les livres documentaires classiques, que j'avais définis comme des livres ayant pour but de fournir des informations sur un sujet inscrit dans la réalité, caractérisé par la coexistence sur une même double page de photos, illustrations, textes informatifs présentés sous diverses typographies, etc. Donc ce que je voulais, c'était vraiment plutôt les livres sur un appareillage didactique. Et puis j'avais mis aussi les albums documentaires que j'avais définis comme ouvrages mêlant texte et images qui ont un objectif documentaire, mais qui empruntent pour y parvenir le chemin de la narration ou la fiction. Donc j'avais essayé de dissocier un peu et de définir un peu différents termes pour voir un peu comment étaient utilisés les différents supports. Parce qu'on ne fait pas la même chose selon le support qu'on utilise. Et j'avais des questions sur le genre documentaire en général et sur le rapport au livre des enseignants. Donc juste petite précision, quand je vous parlerai tout à l'heure des résultats que j'ai, la plupart sont issus des réponses sur les livres documentaires classiques. Parce que je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Et ça sera plus facile comme ça. Donc, je vais maintenant vous présenter mes 4 études de cas, donc issues de la pré-enquête. Alors, première classe, c'est celle de Véronique. Véronique a une classe de petits grands.
Elle a un projet avec sa classe de voyage dans le temps. C'est-à-dire qu'elle a un album qui est son fil rouge, qui est le loup qui voulait voyager dans le temps. Et à chaque période, elle explore une thématique autour de cet album. Elle lit un petit bout de l'album, et puis après, la thématique explorée est en lien avec cet album. Et en gros, en septembre-octobre, elle a fait les dinosaures. En novembre-décembre, elle a fait l'Antiquité. Et là, on est en janvier-février. Non, novembre-décembre, elle a fait la préhistoire. Et là, on est en janvier-février. Et le loup est parti, parce qu'elle a une petite mascotte loup, et une machine à remonter dans le temps dans la classe. Est parti dans la machine à remonter dans le temps, est revenu avec une petite lettre, une photo du Colisée, et donc les élèves travaillent sur ce thème de l'Antiquité. Et donc elle va lire et discuter de l'album Mes petites questions chez Milan, qui porte sur les Romains avec ses élèves. Donc son objectif, vraiment, à Véronique, c'est de transmettre des savoirs. Elle est vraiment dans la transmission de connaissances. Elle n'est pas du tout dans le repérage dans le temps, parce que c'est pas du tout une activité qui vise à savoir quand était la période de l'Antiquité. Elle est plus dans la connaissance d'un univers culturel, dans du vocabulaire, dans voir comment les hommes vivaient à une autre époque et le rapprocher de ce que nous on vit aujourd'hui. Elle est dans cette discussion-là. Deuxième séance, celle d'Élodie. Alors là, j'arrive dans la classe la veille d'une sortie scolaire. Et donc les enfants vont aller dans la forêt le lendemain pour aller à la recherche de traces et empreintes d'animaux. Et donc Élodie, elle a préparé des fiches. Donc elle dit des petites fiches de détective ou d'enquêteur, je ne sais plus exactement comment elle présente ça aux enfants, avec en gros des traces d'animaux et de l'autre côté des photographies. Et elle a emprunté plein de livres à la médiathèque sur le thème de la forêt. Et elle demande aux élèves d'aller manipuler, d'aller faire de la lecture d'images, de chercher des informations à l'intérieur de ces livres-là pour pouvoir répondre à leur fiche d'enquête et relier les bonnes empreintes au bon animal. Et donc, suite à ça, après, elle a un grand temps de mise en commun pour donner les réponses et montrer aux enfants dans quelle double page ils les ont trouvées. Troisième étude de cas qui est assez particulière. Alors là, c'est une séance qui est menée par une enseignante qui est maître formatrice et qui est passionnée par les documentaires. Donc voilà, Sophie, elle a un pour-projet d'écrire un documentaire sur la haie dans sa classe parce qu'elle fait plein de sorties scolaires avec une association pour le développement durable autour du thème de la haie comme écosystème, qui y vit, etc. Et donc, du coup, dans le cadre de ce projet d'écriture de documentaire, elle veut montrer aux enfants quels sont les procédés d'écriture et de mise en image qui sont utilisés par les auteurs du documentaire. Donc, moi, dans la séance à laquelle j'assiste, elle est sur, justement, la mise en image. Elle me dit qu'elle veut faire repérer à mes élèves différents procédés que certains documentaires peuvent utiliser pour montrer un point de vue différent, que ce soit pour zoomer, montrer de plus près, ou bien montrer l'intérieur, le dessus, le dessous. Et donc, elle a un diapo où d'abord, elle montre ce documentaire sur l'abeille, elle montre qu'il y a une superposition des images, elle montre qu'il y a du zoom, elle montre qu'il y a des légendes, elle fait définir le terme légende aux enfants, et on voit qu'ils ont déjà travaillé sur le documentaire parce qu'ils arrivent à le définir. Ensuite, elle leur montre une première découverte où elle va montrer que l'usage du transparent permet de voir l'intérieur et l'extérieur, et que du coup, c'est un dispositif qui permet d'avoir 2 points de vue. Et ensuite, elle va utiliser l'album de Yella et Enzo Mari, L'œuf et la poule, où là, cette fois-ci, les points de vue ne sont plus matérialisés par le transparent, ils sont matérialisés par la couleur, puisque dans cet album, quand le fond est blanc, on voit l'extérieur de l'œuf, et quand le fond est noir, on voit l'intérieur de l'œuf. Donc voilà, on a quelque chose qui est très, très méta, je ne sais pas comment dire autrement, sur une initiation au code du documentaire. Dernière séance, celle de Sandrine. Alors Sandrine, elle a beaucoup travaillé déjà sur les documentaires dans sa classe parce qu'elle a fait un élevage d'escargots. Et donc là, il y a son affiche qu'elle a fait sur qu'est-ce que c'est qu'un documentaire. Et elle a étudié ce livre sur l'escargot. Et là, elle veut réinvestir ce travail en proposant à ses élèves d'écrire un documentaire sur l'écureuil. Et la séance à laquelle j'assiste, elle va leur demander qu'est-ce que vous savez ou vous pensez savoir sur les écureuils. Elle va l'écrire sur des affiches. Et juste après, elle va sortir des affiches documentaires comme celle-là. Et elle va leur dire, maintenant, on va vérifier.
Et donc, ils vérifient, hypothèse par hypothèse, si oui ou non c'était bon. Et ça, après, à terme, c'est censé leur permettre la sélection des informations qu'ils vont pouvoir réécrire dans leur propre documentaire qu'ils ont réalisé par la suite. Donc, on voit que les objectifs de mes 4 professeurs ici, c'était transmettre des savoirs pour Véronique, rechercher des informations pour Élodie, comprendre comment fonctionne un documentaire pour Sophie et vérifier des hypothèses dans le cadre d'une démarche scientifique pour Sandrine. Bien sûr, dans les entretiens, elles ont cité d'autres objectifs. Celui de consulter la bonne source, qui a été déjà cité par des collègues précédemment, et de dire aux enfants que pour trouver une information, regarder le téléphone, ça ne suffit pas. Qu'il faut trouver un support fiable. Deuxième objectif secondaire cité par ces enseignantes, montrer que la lecture, c'est pas juste l'évasion et le divertissement, c'est aussi l'accès au savoir. Et troisième objectif, l'apprentissage du vocabulaire n'avait été cité que par une seule enseignante à l'époque sur ces cadres études de cas, ce qui, moi, m'avait interpellée quand même. Elle disait donc j'ai essayé d'insister sur certains mots de vocabulaire, des choses qu'on essaierait de retenir, garder, mémoriser. Donc moi, quand j'ai rédigé mon questionnaire, j'ai interrogé les professeurs sur ces différents objectifs et j'ai posé la question, la dernière fois que vous avez lu ou utilisé un livre documentaire classique, quel était votre objectif principal ? Et du coup, j'ai 48% qui ont répondu transmettre des savoirs. J'ai 18% qui ont répondu enseigner du vocabulaire, donc là quand même, ça devient le deuxième objectif le plus cité. 15% qui ont répondu avoir voulu faire rechercher des informations et 10% faire vérifier des informations. Et 8% qui disent vouloir étudier la compréhension fine du documentaire, comme Sophie. Ce qui veut dire quand même que l'objectif d'apprentissage, de faire acquérir des connaissances, de transmettre des savoirs, il est globalement beaucoup plus utilisé, en tout cas dans mon échantillon, que celui d'avoir une compréhension fine de comment ça marche un documentaire. Je précise une chose, dans le questionnaire, juste avant, j'avais une question du genre « Quelles compétences travaillez-vous généralement avec les documentaires ?» Et en fait, les enseignants avaient coché, c'était une question où ils pouvaient cocher plein de réponses. Et du coup, sur ce coup-là, le lexique était plus fortement cité. Mais ça ne me permettait pas, cette question-là, de savoir ce qu'ils avaient fait réellement. Celle-ci, la dernière fois que vous l'avez utilisée, ça renvoie à une pratique qu'ils ont vraiment eue. Donc ça permet vraiment d'avoir un objectif un peu plus ciblé. Ensuite, je vais vous parler de l'hétérogénéité des supports qui étaient présents dans les classes. Donc moi, dans les 4 classes que j'ai visitées, donc les maîtresses avaient toutes réuni plusieurs documentaires. Véronique, elle avait un sac cabas avec des documentaires de la médiathèque. Sophie, elle avait une caisse avec des documentaires de la BCD, donc de sa bibliothèque d'école. Et puis, dans la classe de Sandrine, il y avait des livres documentaires qui étaient exposés carrément. Le livre sur l'escargot à côté du terrarium et le livre sur le pain parce qu'ils avaient eu une sortie scolaire où ils avaient fabriqué du pain. Et puis, dans celle d'Élodie, ils avaient travaillé sur le loup, donc il y avait des fictions et des documentaires qui étaient mélangés sur une même étagère. Donc, ce que j'ai trouvé dans ces classes, c'est beaucoup d'imagiers, plus ou moins développés. Des imagiers de chez Fleurus, des imagiers du Père Castor. Ensuite, j'ai trouvé la collection Mes premières découvertes de Gallimard dans 3 de ces 4 classes, qui est citée d'ailleurs comme référence par les 4 enseignantes pour le coup. J'ai trouvé d'autres documentaires plus classiques, comme les premiers documentaires de chez Access notamment, donc avec sommaire, double page thématique, etc. J'ai trouvé les collections des éditions de chez Milan Jeunesse, notamment Mes petits docs, donc déjà cité, qui était présent dans 2 classes ici, mais il y avait aussi Mes petites questions, qui normalement est pour les plus de 7 ans, sauf que les enseignants de classe de maternelle les utilisent aussi. Et puis j'ai trouvé donc un album documentaire L'œuf et la poule de Yella et Enzo Mari. Dans mon enquête Quanti, c'est pareil, j'ai interrogé les enseignants sur la présence de ces supports dans leur classe. Et donc j'ai 92% des enseignants et enseignantes qui disent avoir des imagiers dans leur classe, 93% qui disent avoir des livres documentaires classiques, et un peu moins, même beaucoup moins, 56% qui disent avoir des albums documentaires. Je ne peux pas vous donner les résultats aujourd'hui, j'ai aussi fait des questions ouvertes sur quel est le dernier documentaire que vous avez utilisé dans votre classe, et je peux vous dire que les réponses sont très hétérogènes, parce que, alors déjà il y a des réponses pas forcément analysables, ça peut être un documentaire sur la forêt, mais parmi les réponses analysables, on a beaucoup d'enseignants qui citent les petits docs de Milan, beaucoup d'enseignants qui citent les premières découvertes de Gallimard, et après on a les imageries de chez Fleurus, on a Access, et on a aussi
de la petite addition, des livres de chez Didier Jeunesse, de chez Seuil, de chez Les Grandes Personnes, des albums documentaires variés. Donc on a vraiment quand même une diversité des supports utilisés dans ces classes. Je vais vous parler maintenant des contextes d'utilisation de ces livres documentaires, et vous allez voir que là encore, ça va être très relié à ce qui a déjà été dit. Donc, ce sont des livres qui sont souvent liés à la pédagogie de projets ou de thèmes. Donc, par exemple, dans mes exemples, Sandrine, elle avait un projet d'écriture sur l'écureuil, Sophie sur la haie, Véronique travaillait sur le voyage dans le temps, et ce que j'ai pas dit, c'est que Élodie travaillait au niveau annuel sur le thème des animaux autour du monde. Et donc moi, dans mon questionnaire, j'ai posé cette question. Dans quel contexte ou situation d'apprentissage utilisez-vous les livres documentaires classiques? Et j'ai 85% des répondants et répondantes qui ont coché lecture liée à un thème ou un projet. Donc il y a vraiment cette logique de la pédagogie du thème ou du projet qui est forte en maternelle et où finalement le livre documentaire trouve bien sa place, il me semble. Ensuite, deuxième chose qui a été validée, qui était présent déjà dans cette enquête exploratoire et qui a été validée par l'enquête quantitative, c'est le fait que ces livres soient lus en réseau avec des albums de fiction. Ça aussi, vous en avez déjà parlé ce matin. Sandrine, si elle choisit de faire un livre sur l'écureuil, c'est parce qu'elle a rencontré cet animal dans Le piano des bois, qui est un livre de l'école des loisirs. Véronique, elle travaille sur ce thème avec comme fil rouge le loup qui voyageait dans le temps. Et moi, quand je pose la question à mes 840 répondants, vous arrive-t-il de lire un livre documentaire en lien avec un album narratif étudié précédemment? J'ai 86% des enquêtés qui répondent oui. Donc c'est assez énorme. Ensuite, j'avais noté que c'était également des livres en lien avec des objets réels hors la classe, donc avec les sorties scolaires, par exemple celle sur la forêt ou celle sur la haie, avec la mise en place d'un élevage dans le cas de Sandrine. J'avais aussi une autre enseignante dans une autre classe qui m'avait parlé de l'école du dehors. Et donc c'est pareil, j'ai interrogé cette modalité dans mon questionnaire sur les contextes d'utilisation et j'ai 44% des répondants qui disent que ça peut être des lectures liées à une situation d'apprentissage hors la classe. Il y a un lien avec le réel qui est fort et qui peut être relié au concept de secondarisation d'Elisabeth Bautier pour moi, quand elle dit qu'on va prendre un objet qui vient de la réalité d'un genre premier et qu'on va le transformer en objet scolaire pour justement en tirer des savoirs objectivés et faire des liens avec des disciplines. Et dernier contexte d'utilisation, des livres liés au domaine disciplinaire Explorer le monde, mais pas que. Voilà, j'avais mis cette modalité-là aussi dans mon questionnaire. Et c'est vrai que quand je regarde les entretiens que j'ai pu effectuer avec dans ces 4 études de cas, j'avais déjà des enseignantes qui me parlaient du questionnement scientifique pour Sandrine. Sophie me disait « Je fais beaucoup de sciences et je fais beaucoup de langage à travers ». Le documentaire, je trouve que ça se lie bien avec les sciences. Et Véronique me disait, tout ce qui concerne la découverte du monde, on utilise quand même pas mal les documentaires. Et donc là, dans mon questionnaire, j'ai 61% des répondants qui ont coché le contexte d'utilisation, lecture liée à un contexte disciplinaire. Et donc quand ils cliquaient, ils pouvaient choisir quel contexte disciplinaire. Et j'en ai 98% qui choisissent explorer le monde, 82% qui choisissent mobiliser le langage. Alors, ils pouvaient choisir plusieurs contextes disciplinaires sur ce coup-là. Et j'en ai 26% qui ont répondu agir, s'exprimer et comprendre à travers les activités artistiques. Ce qui semble signaler peut-être une petite incursion du livre d'art, des documentaires d'art, qui est cité dans ce contexte disciplinaire-là. Voilà, pour conclure donc ce que j'ai trouvé pour l'instant dans mes enquêtes sur les pratiques enseignantes en classe de maternelle, c'est qu'il y a une diversité des pratiques qui était déjà révélée par l'enquête exploratoire et qui est en partie vérifiée par l'enquête quantitative. Il y a une variété des contextes d'utilisation, il y a une diversité des supports et une variété aussi des objectifs des professeurs. J'ai un dernier chiffre, moi, qui m'a étonnée et que je vous livre ici, c'est que en fin de questionnaire, je disais quel type de support, alors je m'excuse pour la faute d'orthographe, utilisez-vous le plus souvent? Et j'ai 58% qui ont répondu des albums de fiction, 15% des livres documentaires, imagiers, livres documentaires classiques, albums documentaires, et 27% qui ont dit utiliser les 2 types de supports à part égale. Alors moi, j'étais hyper étonnée, je m'attendais à 90-95% d'albums de fiction. La modalité, les 2 types de supports à part égale, je ne l'avais même pas mis au début. C'est une enseignante qui m'a suggéré de la mettre.
Et en fait, alors, il faut quand même relativiser un peu ce résultat en disant que c'est aussi du déclaratif. Hein. C'est-à-dire que moi, ce questionnaire, il a été envoyé sur les boîtes mail des enseignants. Il s'appelait questionnaire destiné aux enseignants de maternelle sur l'usage des livres documentaires. Donc on peut se dire que ceux qui ont répondu étaient déjà intéressés par le sujet. Pour autant, ça fait quand même 840 réponses. Donc c'est quand même intéressant comme résultat. Et puis je termine aussi pour ouvrir un peu le sujet en disant que ce sont des livres qui entraînent des échanges importants, des interactions importantes au niveau de la classe. Dans la séance que Véronique a faite, il y avait 82 interventions d'enfants que j'ai pu relever en 27 minutes. Et il y a quand même, moi je trouve, une particularité de ces manières de lire ces livres documentaires. Alors on a parlé du fait que les contenus sont sélectionnés, mais l'intonation de la voix n'est pas non plus la même. La manière d'en discuter, moi, me semble intéressante à analyser parce que je pense que justement faire des liens avec le quotidien, avec le vécu des enfants, et ça c'était dans la présentation de Juliette, le fait de faire du lien avec justement le vécu et le quotidien, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire avec les documentaires. Et du coup, voilà, mon projet maintenant, c'est de retourner dans la classe pour analyser vraiment des séances et voir vraiment quelles sont les manières de lire des enseignants et des enseignantes en classe de maternelle. Voilà. Ben, je vous remercie. Et si vous avez des questions, voilà.